Sunday Night Production. La planification permet de mettre des jalons à une pratique qui, sur le long terme, peut s'essouffler, perdre de son sens et aussi conduire à des erreurs menant à la lassitude, à la stagnation et, dans le pire des cas, à la blessure ou même au dégoût de la course. C'est au plan de s'adapter au coureur et non au coureur de s'adapter au plan. Donc c'est toujours à vous d'arbitrer et de prendre les décisions et jamais d'être un peu sous l'emprise de votre propre plan d'entraînement. C'est dingue, mais en même temps, ça a été longtemps, alors les choses évoluent, mais ça a été longtemps le credo de la FFA et des formations d'entraîneurs, c'est-à-dire que tout tournait autour de la VMA. Si tu as un objectif ambitieux, le plan d'entraînement ne te servira pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est ta capacité à planifier l'atteinte de ton objectif. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui ravira les plus puristes d'entre vous et en particulier toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'entraînement, au coaching, puisque nous allons parler de la planification de nos entraînements. Un sujet qui n'est pas forcément très connu dans le monde de la course à pied et pourtant qui est essentiel quand on cherche à s'améliorer. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais accueillir Fred, co-animateur du podcast et responsable fond et demi-fond au Stade Français Athlétisme. Fred, belle et heureuse année 2022 puisque c'est le tout premier épisode de cette année 2022. J'espère que tu as passé de belles fêtes, que tu n'as pas trop abusé de bière de Noël ou encore de dinde au marron ou de foie gras. Mais te connaissant, je pense que tu as été raisonnable. Tous mes vœux de bonne année, Guillaume, et à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Et j'ai été très sérieux et très sage, comme tu me connais, parce que je suis pas un homme d'excès, en tout cas pas à ce niveau-là. Tu t'es fait plaisir, rassure-moi quand même, Fred. Je me fais toujours plaisir au quotidien, toute l'année, et j'attends pas les périodes particulières de fête. Et je pense que c'est la bonne manière afin d'en profiter au maximum et de ne pas être frustré, parce qu'il n'y a rien de pire que la frustration. Je suis bien d'accord avec toi et tu as complètement raison, Fred. Sinon, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, alors pour être tout à fait transparent avec toi, c'est vrai que quand tu m'as parlé de ton envie de faire un sujet sur la planification, ma première réaction, ça a été de me dire finalement, on a quand même déjà beaucoup parlé dans le podcast de tous les enjeux autour du plan d'entraînement, autour des cycles, de ce qu'on devait retrouver à l'intérieur d'un plan. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais que Fred, je vais pas dire que tu vieillis ou que tu radotes, mais je me suis dit, voilà, est-ce qu'on va pas commencer à se répéter. Du coup, est-ce que tu peux peut-être me rassurer et rassurer aussi nos auditeurs et auditrices les plus fidèles? Est-ce que on va reparler une énième fois de plan d'entraînement ou c'est quelque chose qui est peut-être un peu différent? Alors je sens ta prudence liée à mon grand âge qui pourrait laisser supposer que je suis rentré dans cette phase si particulière de la vie où je répète sans cesse les mêmes choses en pensant que mon interlocuteur n'a jamais entendu ce que j'avais à dire. Mais je vais te rassurer et je vais rassurer l'ensemble de nos auditrices et de nos auditeurs. Effectivement, aussi le célèbre plan d'entraînement qui est un élément essentiel à une progression programmée et réfléchie constitue un élément de la planification. Il ne t'aura d'ailleurs pas échappé que ces deux termes tirent la même racine. La planification est quant à elle plus globale, à la fois dans l'ensemble des éléments qu'elle intègre et dans la durée. Donc, ça ne sera pas une redite. Ouais. En fait, si j'ai bien compris, la planification de l'entraînement englobe le plan d'entraînement, mais on peut pas le réduire à ça. Exactement. Bon, merci en tout cas pour cette petite distinction qui va nous permettre de pas perdre tout le monde dès le début de notre échange. Et avant d'aller plus loin dans la définition de ce qu'est la planification, de la manière dont on l'élabore, comment on peut la faire évoluer aussi, j'aimerais, Fred, que on commence par définir à quoi sert la planification. Parce que c'est bien beau de parler d'un sujet, aussi intéressant soit-il d'ailleurs, encore faut-il qu'il ait un intérêt et surtout des bénéfices pour le coureur. Concrètement, quel intérêt un coureur a à écouter cet épisode et à travailler sa planification d'entraînement? Tu sais que là, on est
en début d'année, Fred. Du coup, c'est peut-être le moment d'en parler. Alors, de manière très technique, on pourrait définir la planification comme la science qui a pour objet l'établissement de programmes comportant non seulement l'indication des objectifs à atteindre, mais également un état prévisionnel des diverses étapes, des progrès à accomplir et de la réalisation du programme, et éventuellement la description de la structure des organismes à créer en vue de cette réalisation. Alors là, on est sur la définition du Larousse, on ne peut pas faire plus légal et réglementaire presque, je dirais. En ce qui concerne l'entraînement, il serait abusif de considérer la planification comme une science exacte, tant les incertitudes liées à la complexité du processus sont nombreuses. Pour être plus réaliste, il conviendrait d'associer science et art ensemble, car l'aptitude, l'habileté et l'expérience empirique de l'entraîneur sont autant nécessaires que la connaissance scientifique issue de méthodes expérimentales. Par contre, il est bon de noter que la planification englobe non seulement la programmation, c'est-à-dire l'établissement des programmes, et les objectifs et étapes qui lui sont associés, mais envisage aussi l'organisation générale de toutes les conditions, on va dire environnementales, dans lesquelles devra se dérouler l'entraînement. En ce sens, la planification peut être considérée comme l'élément essentiel d'une politique, d'une stratégie sportive présentant plusieurs étapes. Donc là, si j'ai bien compris, il y a vraiment un savoir-faire de l'entraîneur dans sa manière de planifier les saisons et les objectifs de la personne qui l'entraîne, ou nous-mêmes, si on n'a pas d'entraîneur, de pouvoir avoir cette vision, cette prise de recul un petit peu plus globale. Et là, c'est l'expérience aussi, c'est un peu le talent qui va primer pour bien gérer tout ça. Mais on parle beaucoup du plan d'entraînement, mais c'est vrai qu'on rentre jamais vraiment dans le détail de la planification. Donc, je vais être très attentif parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et je reviens aussi sur un élément que tu as dit à l'instant. Et c'est vrai qu'on le dit, on le répète souvent dans le podcast. L'entraînement ne doit pas être abordé uniquement sous l'angle de la science, parce qu'il y a de multiples facteurs qui interviennent et peuvent l'éloigner de ce qu'on peut attendre le plus souvent de la science, à savoir une réponse exacte et efficace à 100% à notre problématique. Fred, tu parles de plusieurs étapes dans le processus de la planification. Quelles sont-elles justement ces étapes ? Alors, pour te les citer, je vais faire référence à Georges Cazorla, qui est une figure de la préparation physique et de l'entraînement en France, qui a défini 11 étapes nécessaires à l'établissement d'une planification optimale. 11 étapes, tu n'es pas là avec le dos de la cuillère, Fred, comme on dit. Bon, est-ce que tu peux nous synthétiser tout ça et le vulgariser pour que ça reste quand même digeste? Voilà, on a chance d'avoir quelques athlètes de très haut niveau qui nous écoutent, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous, on cherche juste à faire les choses bien, faire les choses correctement pour prendre un maximum de plaisir à s'entraîner. Du coup, est-ce que vraiment les 11 étapes sont utiles? Oui, elles sont utiles et elles vont permettre de jalonner et de construire une réelle planification digne de ce nom et qui globalement va t'accompagner dans ta recherche de performance. Et là, quand je parle de performance, comme je le dis souvent, c'est quel que soit le niveau. Pour certains, on le répète assez souvent entre nous, ça va être d'être finisher sur un marathon parce que pour certains, c'est une réelle performance et d'autres, ça va être une recherche chronométrique. Dans tous les cas, il est bien d'avoir en tête ces 11 étapes, mais sois sans inquiétude, Guillaume, je vais faire de mon mieux afin de rendre tout cela intelligible. Et les étapes et les conditions de mise en œuvre d'une planification de l'entraînement peuvent donc être déclinées de la manière suivante. Le premier point, c'est déterminer avec le sportif les objectifs à long, moyen et court terme de façon à clairement savoir où aller et pouvoir déterminer comment y aller. Comme on dit de manière savante, il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait où il va, qui est une métaphore habituellement attribuée à Sénèque. Il faut aussi savoir que ces objectifs pourront être contrariés par des limites propres aux sportifs, qui peuvent être par exemple des problèmes de santé, blessures, de la motivation qui est fluctuante, voire même de la démotivation, des points faibles ou des problématiques liées à l'environnement, par exemple la qualité des installations, la qualité de l'encadrement sportif, médical, paramédical, la diététique, la qualité du contrôle et du suivi de l'entraînement, le cadre de vie. Tu vois, tu as tout un ensemble d'éléments qui peuvent venir contrarier ces objectifs-là. Et il faut en avoir conscience, et ça, c'est la première étape. Ensuite, tu as la deuxième étape qui sont connaître les exigences de la performance que tu vises et du coup, identifier les capacités requises à développer. C'est concrètement, tu as défini des objectifs, mais pour les atteindre, quelles
qualités physiques, mentales, physiologiques, tu vas devoir développer. Il faut en avoir une bonne connaissance. La troisième étape sera d'établir justement une planification à long terme sur laquelle se fonderont les grandes orientations prioritaires, c'est-à-dire les programmes annuels, les périodes les mieux ajustées, voire même les contenus d'entraînement pour ceux qui font des planifications très détaillées. Bon, on a déjà 3 étapes, Fred, donc c'est bien, on avance comme il le faut. C'est vrai qu'on peut tous constater que ces notions-là, elles sont bien connues des uns et des autres et elles s'apparentent aux exigences d'un plan d'entraînement classique. Et tu as raison de réinsister dessus parce qu'il faut toujours essayer de recontextualiser à l'instant T. Est-ce que les objectifs que j'avais à l'année sont toujours adaptables, toujours d'actualité? Est-ce que je suis toujours en capacité de les faire? Du coup, quelles sont les étapes suivantes maintenant, Fred? Alors, la quatrième étape consistera à mettre en place un système d'accompagnement médical, psychologique, social, matériel et de préparation mentale intégré au processus d'entraînement. Alors, ça peut faire très athlète élite, ce que je dis, mais c'est nécessaire finalement pour tous les niveaux, évidemment pas avec le même degré d'exigence. Évidemment, un athlète qui va préparer les JO aura besoin d'un encadrement bien plus fourni et expert, mais l'athlète qui se lance dans le défi de réaliser un marathon par exemple ou sur la diagonale des fous, devra mettre en place tout un ensemble d'éléments à côté de l'entraînement pur et dur comme on dit, s'il veut atteindre son objectif dans des conditions optimales. La cinquième étape aura pour but de choisir ou de créer les mesures et les tests les mieux adaptés pour évaluer les capacités ainsi mises en évidence. Parce qu'en fait, il suffit pas de s'entraîner, il faut quand même pouvoir évaluer au fil de l'entraînement si on est sur, très concrètement, le bon chemin. La sixième étape établira la fréquence pour leur passation, la passation des fameux tests, tant pour le contrôle que pour le suivi de l'entraînement. Il ne s'agit pas de dire on va faire des tests, il faut savoir quand les mettre, à quelle fréquence, pour qu'ils soient réellement pertinents. Et la septième étape n'est au final que la continuité des 2 précédentes puisqu'elle traitera et interprétera les résultats afin qu'entraîneurs et sportifs les comparent à ceux obtenus aux évaluations précédentes, qu'ils comprennent les éventuelles modifications obtenues et ainsi décident soit de poursuivre, soit de réajuster de façon personnelle les contenus d'entraînement envisagés, par exemple. La 8e étape, elle, visera donc au choix ou à l'adaptation des méthodes d'entraînement correspondant aux priorités et aux exigences de l'objectif de performance. L'étape suivante pourrait sembler du coup ne s'adresser qu'aux athlètes professionnels ou en recherche de performance absolue car il s'agit de mettre en place des stages de formation continue, par exemple pour les entraîneurs concernés ou les sportifs les plus autonomes, afin qu'ils actualisent ou réactualisent leurs connaissances et leurs compétences. Et pourtant, moi cet élément me semble fondamental à tous les niveaux. En effet, les connaissances évoluent constamment et parallèlement, un athlète doit comprendre ce qu'il fait, comment et pourquoi, quel que soit son niveau. Alors évidemment, je le répète, plus le niveau va être élevé, plus on va rechercher de la finesse et de l'expertise. Mais je pense que quel que soit le niveau, il est bon de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça nous permet de nous impliquer d'autant plus dans la tâche à accomplir et souvent de la réaliser de manière bien plus intelligente et pertinente. Effectivement, Fred, c'est un point qui est fondamental. Et même si on n'est pas un athlète qui vise les Jeux Olympiques, par exemple, lorsqu'on est impliqué dans sa pratique, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on a envie de comprendre et mettre du sens dans ce que l'on fait, eh bien finalement, c'est ça aussi qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner du sens à notre pratique. Et ça, quel que soit son niveau, c'est extrêmement utile, notamment pour durer et pour bien faire les choses. Et puis en plus, ça permet d'augmenter notre culture générale. Alors, on va pas s'en priver. Fred, sinon je pense pas m'être perdu dans le décompte, mais je crois qu'il nous en reste encore 2. Tu as parlé de 11 étapes, là on en a que 9. Eh ben écoute Guillaume, ton sérieux fait plaisir à voir car effectivement nous sommes arrivés au point 10 et qui peut se résumer de la manière suivante: analyser, poursuivre ou réajuster le système de planification mis en place sur la base des résultats des tests et des performances intermédiaires et en fonction de l'atteinte ou non du coup des objectifs intermédiaires initialement fixés. Et le dernier point, donc on y arrive enfin, tu vois, j'ai quand même fait plutôt rapide et je pense plutôt intelligible.
Le dernier point, faire au moins un bilan annuel sur la qualité des conditions matérielles. Que ce soit les terrains d'entraînement, salles de muscu, qualité des moyens de récupération, les moyens vidéo, social, par exemple le suivi scolaire, universitaire ou professionnel, idem sur le niveau médical, paramédical, l'équipement du cabinet, de l'infirmerie, de la salle de kinésithérapie ou de massage, la consultation auprès des spécialistes psychologiques et au besoin tenter de les améliorer. Merci beaucoup Fred pour cette présentation des éléments nécessaires à l'établissement d'une planification, en tout cas d'une planification efficace. C'est vrai qu'on s'imagine pas, nous les coureurs à pied, je vais pas dire la complexité derrière une planification, derrière les plans d'entraînement, mais voilà, moi je me doutais pas mais finalement c'est aussi ça qui fait que certains athlètes arrivent à avoir des résultats exponentiels, c'est qu'il y a vraiment une logique de re-challenger systématiquement ce qu'on fait, d'organiser les choses et d'avoir une vision globale sur le long terme, parce qu'il faut du temps pour avoir des résultats et donc tout ça s'organise. Du coup, Fred, tu as réussi à me convaincre. J'ai envie maintenant de m'intéresser un peu plus à la planification et pourquoi pas moi aussi adapter cette méthode à mon niveau, évidemment, parce que je suis pas un athlète élite. Donc, je pense je peux peut-être pas pouvoir tout prendre, mais je peux certainement piocher des trucs intéressants. Mais si on cherche à optimiser nos entraînements avec une vision du coup à long terme, pluriannuelle, comme tu dis, très concrètement, ça c'est aussi ton expression, je te la vole. Comment est-ce qu'on doit structurer tout ça? Quelle méthodologie tu nous conseilles? Alors très concrètement, Guillaume, pour reprendre une expression que j'aime tant usiter et qui a été remarquée par nos auditrices et nos auditeurs, la planification peut s'étendre de 2 à 8 saisons et c'est ce qu'on va appeler les méga ou gigacycles. 8 saisons, je m'attendais pas à ça, Fred. Tu sais, moi, je sais pas ce que je vais faire déjà l'année prochaine. Alors, m'imaginer avec un entraînement à 8 ans, là, je crois que c'est quand même un peu ambitieux. Bah oui, c'est sûr et certain. Après, reconnaissons-le, c'est assez rare d'aller aussi loin et de faire une planification sur 8 saisons. Ça peut être le cas lorsque dans le très haut niveau, vous avez un athlète plutôt jeune, on va dire à 16-17 ans, qui présente des aptitudes exceptionnelles et que du coup vous allez préparer sur 2 Olympiades, donc 8 ans, afin qu'il soit au maximum des capacités à ce moment-là. De manière plus générale, les athlètes de haut niveau ont une planification qui s'effectue du coup eux sur une Olympiade, donc sur 4 ans. Et moi, ce que je conseillerais aux amateurs, aux coureurs lambda, sans que vous considériez le lambda comme péjoratif, mais en tout cas aux coureurs plaisir, aux runners, je leur conseille d'adopter le même cycle. 4 ans, ça me semble une bonne durée pour avoir une planification suffisamment large et permettre de savoir où on va. C'est vrai que 8 ans, c'est énorme, mais je sais qu'aujourd'hui, les athlètes, les jeunes athlètes de l'équipe de France préparent notamment les Jeux Olympiques 2028, donc les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc on se rend compte qu'effectivement, là, on est sur des échéances à 8 ans, voire même un petit peu plus. Mais c'est vrai que même moi, finalement, pouvoir me donner une vision peut-être sur 2, 3, 4 ans, ça permet pourquoi pas de me rapprocher d'un rêve, d'une course qui peut-être me fait rêver, mais qui est juste en fait un rêve au fond de ma tête. Mais si j'établis un plan avec des étapes intermédiaires, eh bien, je vais certainement me donner toutes les chances de parvenir à réaliser ce rêve sportif. Donc voilà, je vais t'écouter attentivement, en fait, crois-moi. Et puis en plus, ça me rappelle quelque chose, notamment ce fameux intérieur sport avec Vincent Louis, vous savez, ce triathlète de légende qu'on a nous en France. Et il expliquait que son but, sa finalité, c'était d'être champion olympique, d'avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais il avait vu avec son coach pour passer par des étapes intermédiaires. Alors il expliquait que il fallait être avant champion de France, ensuite champion d'Europe, champion du monde, et puis à terme devenir champion olympique. Mais finalement, c'était même pas l'objectif final, c'était la suite logique de ce qu'il allait entreprendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est un concept effectivement qui est très important d'avoir cette vision sur le long terme, même si ça fait un peu long. T'es obligé de jalonner le chemin jusqu'à on va dire, à l'objectif, on va dire, pas ultime, mais en tout cas, à moyen et long terme principal. T'es obligé de le jalonner, d'étapes qui vont te permettre de savoir si vraiment t'es sur le bon chemin, s'il y a des choses à modifier, à réorienter.
ça me fait penser un peu aux trailers, aux traileuses qui vont préparer l'UTMB. Par exemple, ils doivent déjà, eux, acquérir un certain nombre de points pour pouvoir prétendre au tirage au sort. Hein, les adeptes de cette discipline connaissent le système. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, lorsque vous voulez faire l'UTMB, vous êtes obligé de présenter des points qui sont attribués sur des courses de niveau intermédiaire et qui permettent de s'assurer que le coureur, la coureuse qui va venir pratiquer cette distance-là, le jour J sera en capacité, évidemment c'est l'idée, en capacité de la finir et de ne pas se mettre en danger psychologiquement, physiquement, physiologiquement. C'est un peu ça finalement. Personne se lève un jour en se disant tiens, dans 6 mois il y a l'UTMB ou dans 3 mois il y a la Diagonale des Fous et j'y vais. Généralement on se prépare sur le long terme pour faire de son rendez-vous un rendez-vous exceptionnel où entre guillemets on s'éclate à fond et on profite au maximum, parce que si ça doit être la galère de A à Z et qu'en plus on passe à travers l'objectif, on en sera plus que frustré et c'est vraiment pas l'idée. C'est clair, finalement on peut faire presque n'importe quelle course, hein. Après c'est comment est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on va prendre un maximum de plaisir, est-ce qu'on va pas être en saturation, est-ce qu'on va pas se blesser, est-ce qu'on va vraiment vivre la course pleinement, et pour ça il faut être bien préparé. Donc voilà, il y a pas photo, tout ça c'est de l'investissement mais à la fin on est récompensé, je pense. Du coup, si on a un rêve, pas besoin d'imagination, mais simplement d'une planification efficace. Après 4 ans, je t'avoue que c'est quand même un peu long. Moi, je me voyais plus sur quelque chose à 2 ans. Alors, ça fait assez long, oui, je le reconnais, même si avec mon grand âge, je peux t'assurer qu'au fil des années, on trouve que justement les années passent de plus en plus vite. Donc, arrive un moment de la vie où 4 ans, ça passe de manière très très rapide. Tu verras, tu connaîtras ça. En tout cas, je l'espère, parce que ça voudra dire que tu dures dans le temps. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est ne pas aborder ces 4 ans comme un carcan. La planification, au même titre qu'un plan marathon par exemple, ou qu'un plan pour une autre distance, n'est pas un carcan, c'est pas quelque chose d'inflexible, c'est une direction, un cadre, un chemin, mais aucunement une prison ou quelque chose d'inflexible. Nous avons d'ailleurs bien vu dans les différentes étapes que j'ai déclinées et qui sont proposées par Cazorla, qu'une bonne planification visait toujours à l'évaluation du travail effectué et à l'adaptation et l'évolution de la programmation. Donc c'est vraiment quelque chose de vivant et de mouvant. T'as bien raison de le souligner, Fred, et on le répétera jamais assez. Même si évidemment il faut faire preuve d'autodiscipline et suivre au mieux son programme d'entraînement pour atteindre ses objectifs, parce qu'on n'a rien sans rien, il faut pas non plus appréhender la planification ou sa déclinaison en plan d'entraînement comme une obligation, une contrainte et quelque chose qu'il faut absolument faire quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression célèbre. Et je reprendrai même une phrase que toi tu emploies très régulièrement, c'est au plan de s'adapter au coureur et non au coureur de s'adapter au plan. Donc c'est toujours à vous d'arbitrer et de prendre les décisions et jamais d'être un peu sous l'emprise de votre propre plan d'entraînement. Ceci étant dit, revenons-en à notre planification, au concept de la planification. Pour l'instant, tu nous as parlé des gigacycles qui s'étalent sur 4 à 8 ans. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, tu te doutes bien que si, Guillaume, il y a d'autres choses. Certains emploient la métaphore du sandwich pour décrire les différentes strates d'une planification pluriannuelle. Et moi, ça me semble assez juste et c'est plutôt une bonne image. Alors, on a donc cette première étape, le gigacycle, qui du coup peut être un peu comparé au pain, aux 2 tranches de pain qui contient l'ensemble des ingrédients. Ensuite, on décline en programmation qui correspond à l'organisation de la saison. Puis on découpe cette programmation en périodisation. Donc souvent c'est 4 à 5 périodisations. Et ces 4 à 5 périodisations sont classiquement connues sous le terme de macrocycles. Et du coup, ces macrocycles sont eux-mêmes organisés autour d'objectifs prioritaires et concrets et se composent de 1 à 3 mésocycles. Et du coup, on peut, pour rendre les choses un peu plus compréhensibles, assimiler ces mésocycles, qui sont de l'ordre de 1 à 3 par macrocycle, au plan d'entraînement, qu'il soit spécifique, tel un plan pour un 10 km, un marathon, un semi ou autre, ou au plan de développement général. Et eux, ces mésocycles, après, se décomposent à leur tour en microcycles qui
classiquement est la semaine d'entraînement, même si je connais des entraîneurs qui fonctionnent sur une périodicité différente. Classiquement, nous, on dit qu'on s'entraîne du lundi au dimanche, on fait nos plans comme ça, mais je connais de très bons entraîneurs qui ont une approche assez originale où ils travaillent sur 10 jours parce qu'ils estiment qu'une semaine c'est trop court pour travailler l'ensemble des qualités qu'ils souhaitent aborder. Donc ils raisonnent sur des cycles de 10 jours. Ça fonctionne, donc voilà, ne restez pas non plus fermés sur, on va dire, des choses très conventionnelles. Adoptez vos propres rythmes, ce qui correspond à votre vision de l'entraînement et aussi à vos rythmes de vie. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent de nuit. Souvent, ils ont une semaine où le travail de nuit où il y a 5 nuits. Je pense par exemple aux infirmières. La semaine suivante, ça va être de nuit. C'est-à-dire que vous faites une nuit à 50 heures, une semaine à 50 heures, une semaine à 20 heures, ce qui sur 2 semaines fait 35 heures. Du coup, ces sportifs là sont obligés de considérer un cycle d'entraînement, un microcycle, comme étant sur 2 semaines, parce que la semaine où tu as 5 nuits, tu vas beaucoup moins t'entraîner et mettre beaucoup moins d'intensité que la semaine où tu n'as que 2 nuits, tout simplement. Donc, vous avez des rythmes de vie, des rythmes de travail qui peuvent eux-mêmes vous imposer ces fameux microcycles. Et le dernier niveau du microcycle, c'est la séance d'entraînement elle-même qui jalonne votre quotidien de sportif. Bon, on avance Fred. Je dois t'avouer que je pensais qu'on n'allait jamais arriver au bout, mais je commence à y voir plus clair, donc c'est très bien. Je vais te poser une question, peut-être que bon nombre de nos auditeurs doivent se poser actuellement. Tu nous as rappelé l'importance de la planification, quel que soit le niveau du sportif, mais pour un athlète amateur, est-ce qu'on n'est quand même pas en train de se couper les cheveux en 4 ? Est-ce que l'intérêt est réel ou est-ce que tu défends pas aussi une position du fait que tu sois quand même rompu à l'exercice de par ta fonction d'entraîneur au Stade Français ? Est-ce que tu penses réellement qu'il y a un intérêt pour les coureurs amateurs de vraiment rentrer dans une stratégie de planification à long terme ? Je suis un peu provocateur, hein, mais c'est voilà, pour essayer de te challenger un peu. Alors déjà, savoir est-ce qu'on coupe les cheveux en 4 ou en plus. Malheureusement, à ce niveau-là, je suis pas certain de disposer de l'expertise nécessaire, mon cher Guillaume, ne sachant plus depuis très longtemps à quoi correspond cette notion de cheveux, très très sincèrement. Plus sérieusement, je comprends pleinement l'interrogation que tu soulèves et elle me semble même légitime et c'est plutôt sain de se la poser. Finalement, à quoi bon ? On pourrait résumer cette question finalement, à quoi bon ? Mais quand même, je me permets d'insister sur la nécessité de mise en place d'une planification. Bon, cette réponse ne me surprend pas. Je sais qu'il est un peu tenace, le bonhomme. Ou têtu, ça c'est selon qui le dit. J'insisterai pas sur l'utilité de la planification pour l'athlète en quête de performance, l'athlète de haut niveau. Je pense que sur ce point, tout le monde comprend aisément. Pour l'athlète amateur, l'athlète qui aurait une démarche apparentant plus au loisir qu'à la recherche purement chronométrique ou de classement final, la planification permet de mettre des jalons à une pratique qui, sur le long terme, peut s'essouffler, perdre de son sens et aussi conduire à des erreurs menant à la lassitude, à la stagnation et, dans le pire des cas, à la blessure ou même au dégoût de la course. L'idée d'une bonne planification reste d'accompagner le sportif pour tirer le plein potentiel de ses capacités au regard de ses objectifs. J'insiste bien là-dessus. Et je dirais qu'il y a un autre élément qui est vraiment important. Et peut-être encore plus pour les sportifs amateurs tels qu'on les a définis, c'est qu'une planification permet de donner de la lisibilité sur notre pratique, à notre environnement et notamment notre environnement familial et professionnel. Et ça me semble un élément essentiel. Effectivement, je comprends mieux l'intérêt d'avoir une planification, même si on ne cherche pas forcément à battre ses records ou aller chercher le meilleur de soi-même, mais ça peut être simplement pour se donner des perspectives, pour avoir de la visibilité, pour pas tomber dans une monotonie aussi et avoir une feuille de route. Et c'est vrai que c'est stimulant parce que peut-être que la lassitude ne viendra pas si on fonctionne comme ça. Et en plus, ça peut aussi, et tu as raison de le rappeler, donner de la visibilité à nos compagnons, nos compagnes, nos conjoints. Parce que le sportif amateur, généralement, il doit jongler entre vie professionnelle, vie sociale, vie familiale. Et suivant les types de compétitions qu'il peut préparer, cela peut avoir plus ou moins d'impact sur l'équilibre qu'il essaye de maintenir dans sa vie de tous les jours.
pouvoir donner des jalons en fait de la visibilité à notre famille. Par exemple, sur les moments où on va peut-être un peu plus s'entraîner, une visibilité sur 1 an. Ça peut être aussi, ça peut faciliter en tout cas les relations familiales. Et ça, c'est important. Bah, c'est essentiel, je pense que nombreuses et nombreux sont ceux ou celles qui ont pu connaître des tensions, soit dans leur foyer, soit peut-être au niveau du travail, ou se mettre dans des situations de stress, on va dire fortes, parce que ils avaient des objectifs, mais qui n'étaient pas établis à assez long terme. Et du coup, l'environnement ne voit pas où la personne veut aller. Donc, à un moment, il peut y avoir des réflexions. Oui, mais c'est bien beau ton marathon, mais là, en ce moment, moi, je dois m'occuper de tout à la maison et ça devient un peu fatigant. Ou alors au boulot, ça peut être pareil. On peut se mettre en tension parce que parallèlement, on prépare une grosse échéance et on est peut-être moins disponible, moins frais pour les tâches professionnelles. L'idée de la planification, c'est bien justement de donner des horizons à tout cet environnement-là. Votre famille qui se dit, tiens, mon mari, ma femme prépare l'UTMB, dans 4 ans, il y aura tel moment sur ces 4 ans où il y aura vraiment beaucoup de préparation intense, il y aura une étape importante à valider, donc elle va plus être prise, mais derrière, il y aura un moment un peu plus relâche, et du coup, là, on perçoit pleinement l'intérêt. On perçoit pleinement l'intérêt pour soi et pour les personnes qui nous entourent. Et on sort du questionnement, à quoi bon mettre une planification vu mon niveau, puisqu'à tous les niveaux, à un moment, lorsqu'on se fixe des objectifs, on va dire élevés, ça a, on va dire, une forme de contrainte, ou en tout cas, ça a des impacts sur notre quotidien. Et il faut que on sache qu'à un moment on va sortir de ces contraintes parce que il y a des moments plus relâches que d'autres, et c'est bien de le savoir, je trouve. Bon, en tout cas, je comprends mieux ce que tu m'as dit avant de commencer l'enregistrement. Tu m'as dit, Guillaume, si tu as un objectif ambitieux, le plan d'entraînement ne te servira pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est ta capacité à planifier l'atteinte de ton objectif. Mais maintenant que j'ai enfin compris ce concept, si je veux m'intéresser plus concrètement à la création de cette planification, comment est-ce que je dois procéder? Est-ce que je dois définir des objectifs à long, moyen et court terme? Et après, on fait un plan d'entraînement pour atteindre chaque étape. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière? Parce que j'imagine qu'élaborer des entraînements sur une période aussi longue, ça peut quand même s'avérer un peu fastidieux. Alors effectivement, Guillaume, mettre en place une programmation pluriannuelle relève à certains aspects du réel défi. Et si tu le permets, je vais encore faire appel à Georges Carzorla, qui a défini une méthode qui m'apparaît efficace pour être certain de respecter les points essentiels à une bonne programmation. Alors fais-toi plaisir, Fred, tu as carte blanche. Donc, une des façons de se souvenir des différentes conditions à mettre en œuvre dans une programmation de l'entraînement est de proposer des contenus concrets correspondant à chacune des lettres de l'acronyme mémotechnique FAITPAS, FAITPAS, et chacune des lettres de ceci correspond à une des modalités dont la programmation doit tenir compte. Ainsi, le F représente la fréquence, le A l'assiduité, le I l'intensité, le T le temps à consacrer aux différents contenus, le P la progressivité des durées et des intensités, le A, l'alternance du travail et de la récupération, et le S, la spécificité. Alors, bien que chacune de ces lettres représente l'initiale d'une condition spécifique, il faut quand même avoir à l'esprit que dans la pratique, elles sont toutes en constante interaction. Et par souci de clarté, je te propose qu'on aborde séparément ces différentes lettres et ce qu'elles veulent réellement dire concrètement dans l'entraînement. Alors j'adore cette idée de fonctionner avec un acronyme mémotechnique parce que moi j'ai une mémoire à court terme qui est proche du néant, du coup ça va bien m'aider. Et c'est un peu drôle quand même le FAITPAS pour désigner une action qu'on va faire, donc c'est un peu contradictoire quand même. Alors ça c'est le côté contradictoire, c'est qu'on utilise l'acronyme FAITPAS pour en fait ce qu'il faut faire, mais voilà ça fait partie des choses qui peuvent s'avérer contre-intuitives, mais comme on le sait, tout n'est pas forcément dans l'intuitif et souvent les chemins contre-intuitifs nous mènent là où on veut aller. Et donc pour détailler, le F de fréquence, alors on peut appréhender la fréquence de plusieurs façons, comme le nombre de répétitions d'un exercice au sein d'une série, le nombre de séries au sein d'une séquence, le nombre de séquences au sein d'une séance, le nombre de séances d'entraînement au sein d'un microcycle. En fait, les combinaisons possibles de ces différentes modalités d'entraînement sont multiples, on l'a bien compris. Le A d'assiduité,
tous les spécialistes de la physiologie de l'exercice physique, et que ce soit la course à pied ou autre, sont unanimes pour souligner qu'en matière de conditions physiques, le bénéfice est assez long et difficile à acquérir en s'entraînant régulièrement. Par exemple, tous les jours, la condition physique optimale n'est atteinte qu'après 6 à 8 semaines. Et par contre, il est relativement aisé à entretenir, mais très facile à perdre. Donc, une période, on en a déjà parlé, une période d'activité de 4 semaines ou plus oblige à reprogrammer une progression d'entraînement dont le plateau optimal ne sera atteint que plusieurs semaines plus tard. Donc, l'assiduité est vraiment fondamentale dans toute planification. Pour le I d'intensité, en fait, on fait référence à une phase très connue à une phrase très connue du monde de la méthodologie de l'entraînement de Matveyev, qui est un spécialiste russe de la périodisation de l'entraînement, qui dit: seuls les exercices qui sollicitent fortement les réserves énergétiques et qui entraînent une fatigue aiguë permettent une amélioration du potentiel initial par des phénomènes de surcompensation. C'est-à-dire, résumé, c'est-à-dire que si vous ne entraînez qu'à allure modérée, vous ne créerez pas les conditions d'une adaptation optimale de votre organisme à l'effort et donc vous ne progresserez pas suffisamment. C'est bien une citation d'entraîneur russe, ça, Fred. Je reconnais bien là ton goût pour l'entraînement de l'époque soviétique. Ouais, c'est exactement, hein, tu vois. Le T de temps ou durée, mais ça allait mieux avec un T pour pas faire de faute d'orthographe, c'est le temps à consacrer peut être envisagé aussi bien au niveau de l'exercice lui-même qu'à celui de la séance tout entière, voire d'une période plus longue définie comme un mésocycle dont on a parlé. Et concernant les exercices, lorsqu'ils sont réalisés chaque fois au maximum des possibilités individuelles, rappelons l'influence de la durée sur les besoins et les qualités requises. Bon, alors là, on a le fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pas. Parce que peut-être que le pas, il est un peu moins physique. Je peux toujours y croire. Désolé de t'avoir interrompu, hein. Exactement, Guillaume, et je t'en prie de m'avoir coupé, et ça m'a permis aussi de reprendre un peu mon souffle et donner un peu de respiration à notre échange, et aussi que les gens qui nous écoutent suivent également. Donc, pour reprendre le pas, le P de progressivité, pour obtenir une réaction d'adaptation et une augmentation de son potentiel initial, on le sait, l'organisme a besoin de stress. Le stress qui, concernant l'entraînement, correspond aux charges d'entraînement. Ce sont la nature, la grandeur et l'orientation de ces charges qui déterminent les processus d'adaptation du sportif, et ils doivent être menés avec progressivité. Je vais prendre un exemple très concret. Une semaine donnée, vous faites 10 fois 400. La semaine suivante, vous n'allez pas faire 30 fois 400 d'un coup. Il y aura des étapes avant d'arriver, par exemple, à ce type de répétition, si c'est ce qui est programmé, évidemment. Le A d'alternance, c'est pour alternance de l'exercice et de la récupération. En fait, l'alternance de l'exercice et de la récupération se fonde sur le principe de surcharge-régénération, et ce principe joue un rôle central dans l'explication donnée au mécanisme de l'entraînement et à la pratique de sa programmation. Et enfin, le S de spécificité. En fonction des objectifs ou de la performance visée, au plan biologique notamment, l'entraînement doit permettre une sollicitation sélective des métabolismes entrant en jeu dans l'activité pratiquée. C'est pour ça qu'une analyse préalable des exigences de cette dernière, de l'activité pratiquée, s'avère absolument indispensable pour prévoir dans l'entraînement les contenus les mieux adaptés. Merci beaucoup, Fred. C'est vrai, quand on a décidé de traiter ce sujet, je pensais pas qu'on allait aborder des éléments qui, à mon avis, sont pas forcément très connus du grand public. Même moi, qui cours depuis presque une dizaine d'années, j'avais pas forcément conscience que il y avait une telle construction, une telle recherche, une telle méthodologie aussi de travail. Je trouve ça assez passionnant. Donc, merci de nous avoir partagé ça. J'espère que ça intéressera également nos auditeurs qui sont en tout cas les plus curieux. Mais ça fait plaisir d'avoir aussi des épisodes un peu plus techniques. La question après qu'on peut se poser maintenant, mais peut-être est celle d'un néophyte, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière, est-ce qu'il n'y a que le fait pas de travailler la planification, ou au contraire un entraîneur, ou même nous en tant qu'individu, si on veut vraiment se coacher soi-même, est-ce qu'on a la possibilité d'aller trouver autre chose, peut-être si on pense que il y a une autre manière de faire?
Alors, vraiment, très sincèrement, je te remercie de cette question, Guillaume, qui est très intéressante. Parce que classiquement, dans le monde de l'athlétisme, et pas que, il n'y avait qu'une manière de faire de la planification. C'est ce qu'on appelle classiquement l'approche par bloc. C'est l'approche classique. Elle consiste en une alternance de blocs de préparation générale, puis de préparation spécifique. Par exemple, tu vas faire ton bloc de développement de VMA ou de reprise en début de saison, puis après tu enchaînes sur un plan de 10 km ou semi ou marathon ou UTMB ou autre. C'est vraiment l'alternance de blocs qui constitue encore l'approche majoritaire. C'est exact, Fred. Et d'ailleurs, j'ai toujours entendu parler des gens évoquer le bloc. Alors, je ne le rattachais pas forcément à la planification, mais oui, ils disaient par exemple, bah voilà, cet hiver, je vais faire un bloc foncier. Ensuite, je vais travailler plutôt sur la piste un bloc de vitesse et puis un bloc de seuil. Et c'est comme ça que se construisaient, enfin, j'avais l'impression, en tout cas moi, que se construisaient les séances. Alors effectivement, c'est pendant très longtemps, notamment en athlète comme je l'indiquais, on a fonctionné sous l'empire de la planification par bloc. C'est une méthode, alors qu'on soit clair, qui a montré son efficacité. Donc il ne s'agit pas de dire qu'elle est dépassée ou inadaptée, mais il faut aussi savoir un peu regarder à droite à gauche. Et le monde de la préparation physique a développé de nouveaux modèles tels que la planification alternée et la planification ondulatoire. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu... Je suis tout oui pour en savoir plus. Avec plaisir, Guillaume. Et pour ce faire, là, pour le coup, je ne ferai plus appel à Georges Cazorla, que j'ai beaucoup sollicité durant notre échange, mais à Aurélien Broussal-Derval, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est DTN adjoint à la Fédé de judo et qui est un personnage incontournable du monde de la préparation physique actuellement. Donc, il existe deux modèles en préparation physique, complémentaires à la planification par bloc. On l'a dit, planification alternée et planification ondulatoire. Alors, la progression dans le mode alterné est, comme son nom l'indique, alternée dans le temps entre le volume et l'intensité, pas d'un bloc à l'autre, mais au sein d'un même bloc de travail. Par exemple, le nombre de répétitions, donc l'intensité, peut changer toutes les 3 semaines si on a des cycles de 3 semaines. Cela, évidemment, c'est qu'un exemple. L'athlète ou l'entraîneur, comme on l'a déjà dit, pouvant très bien choisir de changer le nombre de répétitions à une fréquence différente en fonction de sa programmation propre. Et dans la périodisation non linéaire ondulante, la progression est alternée entre le volume et l'intensité d'une séance sur l'autre dans la même semaine. Du coup, l'idée, c'est que la stimulation des processus nerveux et périphériques métaboliques est alors la plus fréquente possible, et notamment le gain de force chez les athlètes les plus confirmés. Et du coup, en planification ondulatoire, la gestion de pics de forme serait plus simple que dans un mode linéaire. Merci beaucoup Fred pour nous avoir partagé les coulisses de l'entraînement où on cherche à atteindre une forme d'excellence. Mais c'est un peu comme, tu vois, si on devait le comparer au monde de l'entreprise. Évidemment, si vous avez une entreprise qui a des grandes ambitions de devenir numéro 1 par exemple dans son secteur, on se doute bien qu'il va pas se dire voilà, c'est à la petite semaine. Non, il va avoir des étapes intermédiaires, il va se donner des objectifs sur 3-4 ans parce qu'on n'atteint pas un tel résultat en 3-4 mois. Et ça semble logique pour tout le monde. Donc évidemment, dans le sport, c'est pareil. Il faut pouvoir avoir une planification, c'est vraiment essentiel, et pas être dans des objectifs à 3 mois parce que sinon finalement on manque de construction, on manque de perspective. Et là on voit que même si on cherche pas le haut niveau, on peut se lasser et on peut tomber dans une forme de routine. Donc hyper intéressant. Fred, comme ça a été un épisode très riche, quels sont les éléments clés à retenir de notre échange si on doit vraiment garder en tête quelques éléments importants? Avec plaisir, Guillaume. Je pense que le premier point qu'il faut retenir, c'est que la planification s'adresse et est bénéfique à tout le monde, quel que soit le niveau, et pas simplement aux athlètes élites qui préparent les JO ou de grandes échéances internationales. On l'a dit et je le répète, même à un niveau totalement amateur, cela permet de donner de la lisibilité déjà à sa propre pratique, mais aussi à son environnement, et permettre de gérer les moments où il va peut-être y avoir plus de tension au niveau de l'entraînement, qui inévitablement auront des répercussions soit sur l'environnement familial ou l'environnement professionnel ou social. Donc c'est vraiment important, je pense, à tous les niveaux. Le deuxième point qui me semble fondamental, c'est d'être sur une période de 4 ans minimum. Alors,
on parle de programmation, on parle pas de faire le plan d'entraînement, et là j'insiste vraiment là-dessus, sur 4 ans ou pour les 4 années à venir, vous allez savoir exactement quel jour, quelle séance vous allez faire. L'idée, c'est d'avoir défini où vous allez, quelles vont être les compétitions objectifs, les compétitions intermédiaires et les zones où l'entraînement va être beaucoup plus intense, les zones où vous allez relâcher, les moments où vous allez travailler tel type de qualité. C'est juste ça, la planification, c'est pas le détail même, chaque semaine, chaque jour, évidemment, parce que le faire d'un coup sur 4 ans, ça serait assez lourd et il faudrait être un professionnel qui n'a que ça à faire très concrètement. Voilà. Le troisième point, se concentrer sur l'essentiel, et du coup, moi je préconise de suivre la méthode FAITPAS, FAITPAS. Je reviens pas sur le détail. Voilà, réécoutez, prenez des notes et vous allez voir que l'ensemble de ces éléments doivent se retrouver dans vos contenus d'entraînement et dans les contenus des différents blocs, quelle que soit l'approche de planification que vous choisissez. Et le quatrième point, qui est certainement au final le plus important, la planification, ce n'est qu'un cadre et elle s'adaptera, elle évoluera parce que ce qui est central, c'est le sportif et son projet. Vous pouvez faire une planification, par exemple, pour aller faire l'UTMB dans 4 ans, et du coup, vous jalonnez avec notamment les courses de sélection ces 4 années qui vont venir. Et puis, en cours de chemin, vous réorientez votre objectif parce que votre situation familiale évolue. Vous pouvez avoir l'arrivée de triplés, de quintuplés, ou même d'un enfant, c'est déjà assez prenant et ça vous amène un peu à réorienter les choses. Vous pouvez avoir un changement de vie professionnel qui peut aussi impacter. Donc là, vous reverrez votre planification, mais mieux on est préparé, plus ça aura été préparé, plus ça sera facile d'adapter et de faire évoluer plutôt que lorsqu'on ne sait pas où on va, s'il faut réadapter, on n'a pas de base sur laquelle réorganiser notre activité. C'est aussi simple que ça. Donc, vous êtes, vous, les athlètes, les sportifs, le centre de cette planification et c'est elle qui est à votre service et non l'inverse. Merci infiniment, Fred. Écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre rubrique du vrai du faux. Est-ce que tu es OK? Yes. C'est parti. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Le vrai du faux, chaque mois, on décortique toutes les idées reçues qu'on peut entendre dans le monde de la course à pied. Et Fred nous révèle si elles sont vraies ou si c'est des fake news. Alors, tu as vu, on n'a pas Donald Trump dans le jingle. Peut-être qu'on va le rajouter. Mais on a des personnalités un peu clivantes pour celles et ceux qui les ont reconnus et qui pourraient peut-être, pourquoi pas, être des Donald Trump français. Qui sait? Donc, j'espère que tu n'es pas déçu. Mais je vais voir avec la production si on peut nous rajouter un petit fake news. Si c'est possible. J'aimerais bien un vrai fake news original, oui, effectivement. Ça m'amuserait énormément. On va essayer d'exaucer ce vœu pour 2022. Fred, on a eu quelques questions de la part de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Chaque mois, on vous invite à poser vos questions et Fred y répond dans le programme. La première question nous est posée par Solène Chat qui nous dit « Il faut obligatoirement faire un jour de repos après une séance de fractionné ». Alors, si c'est vrai, faut que tu me le dises maintenant parce que ça fait peut-être 10 ans que je fais n'importe quoi, moi. Alors là, je dirais fake news et je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Donc, je sais pas qui l'a dit à notre chère auditrice. Mais non, il n'y a aucune raison de faire repos le lendemain d'une séance de fractionné. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le lendemain d'une séance de fractionné, donc quand j'entends fractionner comme ça, je pense plutôt à une séance de type VMA. En tout cas, lorsqu'on travaille les qualités aérobie et leur développement, on a une période où il faut travailler derrière une nouvelle séance de fractionné pour optimiser le fameux phénomène de surcompensation. Donc logiquement, on a une autre séance qui doit arriver dans les 48 heures à 72 heures. Donc le lendemain même, vous ne faites pas de séance de fractionné, mais vous pouvez très bien faire un petit footing tranquille, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Ça sera très bénéfique. Mais vous n'êtes pas obligé de vous reposer. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et voilà.
Bon, après, c'est vrai que je pense que ça peut être intuitif. J'ai fait une séance intense, donc le lendemain, je me repose, je cours pas. Bon, c'est pas forcément, en tout cas, ce que je nous conseille, la meilleure façon de faire. Tu parlais qu'effectivement, il faut remettre une séance 48, 72 heures maximum après. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on est pour nos auditeurs qui sont dans les clubs, c'est pour ça que vous avez souvent soit des entraînements le lundi, soit le mercredi, soit le mardi, soit le jeudi. Du coup, ça nous permet de travailler. Alors, généralement, on fait des intensités courtes, des fractionnés courts, et après le mardi, par exemple, et des fractionnés plus longs, des 1000 mètres, des 2000 mètres le jeudi. Et par contre, moi, ce que j'ai déjà entendu, alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que je sais que certains athlètes, et notamment ceux qui sont plus dans une recherche de la performance, entre 2 séances de fractionnés, ils font un footing et ils incluent des 5 fois 1 minute, tu vois, apparemment pour faire tampon, où ils vont plutôt en mode fall trek, refaire un petit peu, voilà, pour faire mieux passer la séance de la veille. Alors bon, je sais que ça se fait. Moi, c'est des trucs que je fais pas. Toi, c'est des trucs que tu fais, toi, Fred? Non, pas forcément, pas forcément. Alors, mettre des lignes droites en fin de footing, c'est des choses qu'on peut faire, quel que soit le moment où on fait ce footing, que ça soit entre 2 séances ou pas. Maintenant, voilà, après ça dépend des niveaux des athlètes. Globalement, c'est pas forcément quelque chose que je préconise. Non, moi, c'est vraiment entre 2 séances de fractionnés, c'est un footing classique en endurance fondamentale. À la cool, sans se prendre la tête évidemment, hein, sinon vous allez engendrer quand même beaucoup de fatigue. On a Goutnouvnin, alors, désolé, je sais pas si j'ai la bonne prononciation, qui nous dit il faut faire une semaine plus légère toutes les 4 semaines. Une semaine plus légère toutes les 4 semaines. Alors ça, c'est vrai que notamment prépa marathon, c'est quelque chose qui est, je sais, très répandu. Mais est-ce que c'est valable aussi, en entraînement du quotidien? Globalement, c'est quelque chose qui est préconisé au niveau des méthodologies de l'entraînement. On a 3 semaines où on est en augmentation progressive de charge et ou d'intensité, et la 4e semaine, alors qui est pas plus relâche, qui globalement dans l'idée, la 4e semaine se met sur le niveau de la semaine 1 ou 2. Mais ne continue pas de croître, parce que à un moment, si on fonctionne sur des semaines où chaque semaine on augmente et on est progressif, ça nous tend à l'infini. Et à un moment, entre guillemets, il faut bien redescendre. Donc il y a on va dire ce cycle qui a été trouvé, les études ont montré qu'il était assez efficace. Il y a des athlètes qui fonctionnent sur des cycles différents de 5 voire de 6 semaines pour monter en charge plus longtemps et plus haut et pour pouvoir redescendre. Mais voilà, l'idée, c'est je fais 3 semaines en augmentation progressive, la 4e semaine je diminue, c'est-à-dire que je me retrouve au niveau de la semaine 1 ou 2, et du coup sur le cycle suivant, ça fait la 5e semaine, je vais repartir non pas au niveau de la semaine 1, mais au niveau de la semaine 2 ou 3, ce qui permet du coup de réaugmenter progressivement. Vous voyez, c'est un fonctionnement en escalier avec comme des petits paliers d'assimilation-régénération. D'accord, donc on divise pas par 3 l'entraînement non plus, hein, comme ce qu'on aurait pu penser. Voilà, non, pas du tout. On arrête la charge en tout cas, mais voilà. C'est effectivement, c'est des précisions intéressantes. On a Thomas Chinard qui nous dit on est limité en performance par notre VMA initial. Alors je sais pas comment il faut comprendre la question. La VMA, alors déjà, il y a 2 manières de comprendre cette question. La VMA n'est pas le seul facteur de performance. Donc, à elle seule, elle ne limitera pas la performance, puisqu'il y a l'indice d'endurance et l'économie de course qui, eux aussi, peuvent limiter la performance. Et alors évidemment, si un des 3 facteurs de performance est limité, à un moment, on va limiter notre performance. Après, est-ce que l'idée dans la question, c'est on a une sorte de VMA absolu optimal et c'est ça qui limite notre niveau absolu? Non, parce que on développe rarement au cours d'une carrière d'athlète, on développe rarement de manière optimale les 3 facteurs dont j'ai parlé, VMA, donc VO2 max, VMA, indice d'endurance et économie de course, on les développe rarement de manière optimale au même moment. Donc souvent, notamment ceux qui ont commencé assez jeunes, travaillent énormément la VO2 max, la VMA, et vont peut-être atteindre leur maximum physiologique, génétique de VMA. Mais après,
ils continueront à progresser parce que ils se mettront à s'intéresser aux autres facteurs qui sont souvent négligés lorsqu'on débute, et notamment l'indice d'endurance et l'économie de course. Donc vous pouvez avoir une VMA qui plafonne au fil des années, mais vos performances qui continuent d'augmenter parce que vous sollicitez et vous avez d'autres leviers, dont ceux dont on a parlé. Et après, il y a tous les leviers extérieurs, notamment ce qu'on appelle les gains marginaux, tout ce qui relève du mental, de la diététique ou autre, et qui vous aideront à performer. Donc, la VMA est un des facteurs qui peut limiter la performance, mais à elle seule, elle ne peut pas tout bloquer non plus. C'est intéressant ce que tu dis, et parce que c'est vrai que c'est bon, on entend tu es né avec une VMA et quoi que tu fasses, quoi que tu t'entraînes, tu pourras jamais t'es bloqué un peu avec cette VMA, alors qu'on peut quand même l'améliorer. Alors peut-être pas on peut pas la doubler, mais on peut quand même l'améliorer, quoi, si j'ai bien compris. Alors exactement. Alors il y a quand même des débats sur cette question, et très honnêtement, personne n'a su trancher très concrètement. Est-ce qu'on naîtrait avec une sorte de VMA génétiquement déterminée, une sorte de VMA absolue possible pour une personne donnée, qui serait déterminée par sa génétique? C'est une vraie question qui a beaucoup animé à une époque les recherches, mais qui n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. À une époque, moi je me rappelle quand j'ai commencé l'athlé, donc il y a un certain nombre d'années, Guillaume, à une époque on disait que par rapport à notre VMA, on va dire absolu, on ne pouvait avec l'entraînement l'améliorer que de 10 à 15%, mais on ne sait pas d'où tout ça sortait. C'est un peu au doigt mouillé. Après voilà, c'est soit on considère que tout est déterminé génétiquement, alors peut-être que la VMA l'est, mais voilà, on commence tout juste à décoder, justement le code génétique. Donc pouvoir répondre par l'absolu et l'affirmative à ce type de questions, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Si on décide d'être un peu sérieux, c'est pas possible. Et t'as raison d'insister, la VMA, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, comme quoi ce serait vraiment un peu l'indice de performance. Il faut avoir la VMA la plus haute possible pour être le plus performant possible, alors que c'est vachement nuancé. Et d'ailleurs, dans un groupe d'entraînement, si vous vous entraînez avec des copains, toi Fred, tu dois le voir, c'est pas forcément celui qui a la plus haute VMA qui performe le plus. Sinon, il serait meilleur sur toutes les séances. Il serait meilleur sur des fractionnés courts, il serait meilleur sur des 2000 mètres, sur des 5000 mètres, sur des semi-marathons, sur des marathons, sur du cross, sur de la route. Alors qu'on peut se rendre compte que par exemple, moi, avec mes potes d'entraînement, il y a des séances où je vais être meilleur qu'eux, des séances où sur cross, ils vont être meilleurs que moi, sur 10 km, je vais être meilleur qu'eux, mais sur semi ou marathon, ils vont être meilleurs que moi, parce que c'est pas la VMA. Ils peuvent avoir des meilleurs VMA que moi. S'ils ont une économie de course beaucoup plus efficace que moi, ils vont avoir tendance à être meilleurs, par exemple sur cross, sur marathon, ce genre de choses. Donc, vous pouvez avoir une VMA haute et vous faire battre sur certaines séances par des gens qui ont des VMA plus faibles. Et ça se voit partout. Tu constates, toi, avec tes athlètes, je suis sûr, Fred, que tu as des gens qui sont beaucoup plus à certaines séances et d'autres qui sont plus à la ramasse, parce que donc voilà, on avait fait d'ailleurs un super épisode sur les facteurs de performance, mais il faut arrêter de penser que tout est lié à la VMA, quoi. C'est dingue de penser ça. Bah, c'est dingue, mais en même temps, ça a été longtemps, les choses évoluent, mais ça a été longtemps le credo de la FFA et des formations d'entraîneurs, c'est-à-dire que tout tournait autour de la VMA. On a un peu évolué. Alors je sais pas ce que ça donne dans les formations d'entraîneurs, parce que je me forme plus puisque j'ai atteint, donc je fais tout type de formation. Mais à une époque, c'était vraiment ça. On ne parlait que de la VMA. Moi, quand j'ai passé mes diplômes, il n'était pas question d'indice d'endurance ou d'économie de course. Je sais que les choses ont évolué, et tant mieux. Ouais, après ça reste évidemment un facteur important, mais il faut pas qu'il cannibalise les autres, parce que en fait on passe à côté d'énormément de choses et c'est hyper réducteur dans la vision qu'on peut avoir de l'entraînement. En tout cas, ça c'est sûr. Allez, une petite dernière question, Fred. Je sais pas si on a encore le temps. Allez, une petite dernière, avec plaisir, une petite dernière. Alors, une petite dernière, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? On a une sur de la PPG, on a une sur du vélo, on a une sur du cross. Tu choisis laquelle? Allez, on va prendre celle sur le cross. On n'en parle pas souvent. Allez, c'est parti. On a Maxime, on fera les autres dans une autre émission, vous inquiétez pas. On a Maxime Pratt qui nous dit: le cross en hiver permet de préparer la saison de route en été. Oui et non. Oui,
de toute façon, tout entraînement, tout type de compétition permet de préparer la saison estivale. Classiquement, c'est le chemin qu'on emprunte on va dire dans le monde de l'athlétisme classique, le monde des clubs. C'est-à-dire que la saison hivernale est consacrée au cross afin de préparer la saison estivale, qu'elle se passe sur piste ou sur route. Parce que le cross est une manière différente de pratiquer l'athlétisme. On dit souvent que le cross, c'est l'école de la course à pied. Moi, je trouve ça très intéressant parce que vous travaillez de manière différente. Vous allez sur d'autres types de parcours. En cross, vous travaillez beaucoup la qualité de votre appui. Il y a un travail de renforcement naturel qui s'effectue. Ce sont des courses de changement de rythme perpétuel, donc très différents de la route. Et globalement, voilà, c'est la variété dans un entraînement vous permet de vous améliorer parce que souvent, elle va vous amener à aller développer ou on va dire titiller des qualités, des capacités que vous ne travaillez pas forcément lorsque vous êtes sur votre distance de prédilection. Donc effectivement, moi je trouve ça très intéressant et en plus voilà, ça permet de varier l'entraînement, de voir autre chose et de, par exemple pour ceux qui font de la route, de pas toujours être sur la route et ça fait un bien fou. Et il y a une mentalité un peu aussi guerrière plutôt dans le cross, parce que dans le cross ce qui compte c'est la place et c'est pas le temps et du coup vraiment c'est la bataille à la place. Donc il y a aussi un état d'esprit qui est très différent et pour toutes ces raisons c'est une très bonne école et moi je veux dire j'incite fortement les athlètes à pratiquer le cross et du coup à faire les préparations adaptées, spécifiques au cross. Après, il y a des athlètes aussi qui n'aiment pas forcément ça et si vraiment on n'aime pas du tout, il faut peut-être y aller, mais pas consacrer tout son hiver à ça. Et il y a aussi des athlètes qui réussissent très bien sans faire de saison hivernale de cross. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, sur les années de formation à l'athlétisme, c'est un passage très important. Écoute Fred, merci infiniment pour ce très bel épisode et puis je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour une interview, mais alors de très grande qualité parce qu'on va recevoir l'un des athlètes français les plus charismatiques, les plus médaillés et voilà, on vous invite vraiment à écouter cet épisode parce que ça a été un super moment d'échange. Donc j'en dis pas plus et je vous donne rendez-vous à lundi prochain et encore très belle année 2022 à vous. Prenez un maximum de plaisir. Et à très bientôt. Merci à toi, merci à toutes et tous. Encore une bonne année comme tu le dis et puis à lundi prochain. À bientôt.